Bienvenue sur Fragile. Je vous propose de quitter momentanément l'île du Levant pour un épisode un peu spécial à Porquerolles à l'occasion de l'anniversaire du Parc national. Créé le 14 décembre 1963, le Parc national de Porquerolles fête cette année ses 60 ans d'existence. Cette semaine, je reçois François de Cabarrus, petit-fils de Paul Desmarais qui acheta l'île de Porquerolles en 1937 et contribua à faire de cette île un parc national. Bonjour François, merci de me recevoir chez toi à Portmont. François, tu es l'un des petits-enfants de Paul Desmarais qui acheta l'île de Porquerolles aux enchères en 1937. Tu partages ton temps entre la Suisse et Portmont, non loin de la Palue, domaine que se partagent tes 3 autres sœurs à Porquerolles. J'invite les auditeurs à écouter ou réécouter le témoignage de ta sœur Laurence qui y vit à l'année. Ta famille est l'une des 2 dernières familles propriétaires qui possèdent un domaine privé sur Porquerolles avec la famille Buffet. Les histoires de vos familles respectives sont d'ailleurs étroitement liées. Avant d'évoquer ton parcours, j'aimerais que l'on parle de l'histoire et du lien de ta famille avec l'île. Alors ta grand-mère, Paul Desmarais, héritière des savonneries et pétrole Desmarais, découvre Porquerolles en 1934 à bord du Révélata, le voilier de son beau-frère, qui était lui-même le petit-fils de Félix Potin. C'est ça, je ne me trompe pas. Immédiatement, elle souhaite y revenir et dans un premier temps séjourne à l'hostellerie provençale. Elle revient régulièrement l'été, à Noël et à Pâques. Elle y fait la connaissance de Marcel et Marceline Henry. En 1936, les Henry se rapprochent d'elle et ils s'entendent pour que Madame Desmarais acquiert l'île, alors en vente aux enchères, qu'il reste gestionnaire du domaine et que Madame Desmarais leur en rétrocède une partie. Dès le départ, il est question d'acquérir l'île pour la préserver, des pressions immobilières notamment. Les relations avec les Henry se compliquent et s'ensuivront des années de procédure. Les liens s'apaisent quand Pierre Buffet, actuel propriétaire du manoir, prend la succession des Henry en 1966. Alors François, sur ce coup de foudre de ta grand-mère avec Porquerolles et de ses années de villégiature sur l'île avant son acquisition, est-ce que ta grand-mère ou ta maman t'ont raconté cette histoire? Et si oui, est-ce que tu vois des précisions à apporter à l'introduction que j'ai essayé de dessiner? On peut effectivement développer un petit peu. Je ne suis pas exactement sûr des dates, mais globalement, l'histoire, c'est ça. C'est ma grand-mère, Paul Desmarais, avait une sœur qui était mariée au fils de Félix Potin. Ils avaient un très joli plan Fife, c'est-à-dire à quelque chose aux amoureux des jolis bateaux, qui était basé à Saint-Tropez. Et quand tu navigues à partir depuis Saint-Tropez, forcément, tu vas vers Porquerolles. Et donc, lors d'une escale, alors je pense que c'était un peu avant 1934, ça devait être vers 1930-31, puisque c'est le moment où, effectivement, l'hostellerie provençale ouvre. Et donc, Robert Buffet et Christiane Buffet, qui étaient les parents de Pierre Buffet, s'occupaient de l'hostellerie provençale. Et donc, lors d'une escale sur le Révélata, ma grand-mère découvre Porquerolles et puis commence à s'y intéresser, puisque globalement, tous les étés, elle revenait avec mon oncle Christian et ma mère, puisqu'elle était déjà un peu séparée de mon grand-père. Ils viennent passer un mois et demi l'été à Porquerolles. On a d'ailleurs des films, puisque c'était le début des caméras Super 8, on a des films de cette époque où on voit le Révélata, et avec ma fille Manon, nous avons monté un petit film qui s'appelle Porquerolles 1934, je crois, où on voit maman qui est en train de faire le zébulon sur le port avec son chien. On voit le père de Étienne Papasseudi, on voit tous les anciens porquerolliens, et c'est un film qui dure une dizaine de minutes, qui est un film muet, et qui retrace une journée à Porquerolles, et qui est en visionnage libre sur le site de l'association des Amis de Porquerolles. Ah, génial. Bon, je mettrai pour les auditeurs le lien. Vous pourrez voir le lien. Voilà. Et oui, surtout que c'est des images rares, là, pour le coup. C'est des images rares, oui, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'images à l'époque. Et on voit même à la fin un hydravion, puisque c'était, on voit la marine était assez présente, donc on voit un sous-marin et on voit un hydravion aussi qui décolle entre Bagot et Porquerolles. Est-ce que ta grand-mère t'a parlé alors je ne sais pas quel était son tempérament, mais est-ce qu'elle t'a parlé de ce coup de foudre qu'elle a eu sur l'île? Est-ce qu'elle a eu des témoignages un peu sensibles sur sa découverte de l'île ou pas?
Alors, on voit dans ce petit film qu'elle était super heureuse parce que il pêchait, elle ramait. Il faut quand même comprendre, elle venait d'une famille très, très aisée puisque son père et son oncle avaient fait fortune dans la distribution des pétroles, et ça s'appelait Pétrole Azur. C'était quand même une fortune assez colossale à l'époque, puisqu'ils avaient notamment ravitaillé les taxis de la Marne, ils avaient un grand hôtel particulier à Paris, elle montait à cheval tous les matins, enfin, c'était dans le bois de Boulogne avec maman. C'est quand même un milieu où les relations aux autres devaient être un peu compliquées. Et là, elle se retrouve à Porquerolles avec tu veux dire pêcheurs. une forme de protection Oui, par l'aisance. C'est la grande bourgeoisie à l'époque. Elle s'est mariée après la Première Guerre mondiale. Il y avait plus beaucoup. Il y avait quand même énormément d'hommes qui avaient disparu, donc il fallait refaire sa vie. Tout était assez codifié. Et donc, je pense que le fait d'arriver à Porquerolles, c'est aussi une manière de rompre avec tous ces codes-là et d'être au naturel, avec des relations toutes simples d'émerveillement vis-à-vis de la nature, qui a été à l'époque très, très préservée déjà, avec des poissons. On voit un retour de pêche où ils ont des liches de 10 kilos. C'est formidable. Ce que tu dis sur, qui est peut-être une interprétation ou pas, sur cette forme de peut-être une reconnexion avec le naturel, avec la nature aussi, peut-être en opposition avec une forme d'univers très codifié, peut-être aussi parfois un peu superficiel dans les relations. Peut-être que ta grand-mère aussi a trouvé ça. Bien sûr. C'est ce que tu veux dire. C'est ça, oui, tout à fait. C'est des relations naturelles avec à la fois les clients de l'hostellerie provençale, où sur le film notamment on voit il y avait un acteur assez célèbre du cinéma muet, Duvallès, qui était là. Il y avait pas mal de gens qui étaient assez originaux, et tous ces gens-là, à cette époque-là, dans les années 30, c'était juste après les années folles, mais c'était quand même un renouveau de la vie après la Première Guerre mondiale qui avait quand même qui avait fracassé beaucoup de familles, et c'était la joie de passer des bons moments ensemble, de bien manger, de bien boire, d'être au soleil, de profiter de l'eau, de nager, d'être finalement soi, en dehors de tous ces codes-là. Et je pense que ça se voit très bien dans ce film. Dans ce film, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on voit aussi la sœur de Pierre Buffet, on voit Micheline, qui était une petite fille espiègle qui se balade partout aussi. C'est très sympa. Ah oui, tu donnes très envie d'aller le visionner. Alors, le 2 juin 1937, Porquerolles est mise en vente aux enchères au prix de 4 700 000 francs de l'époque. Le 7 juillet, ta grand-mère l'achète. Un accord préalable est passé avec les Henry, selon lequel ta grand-mère leur rétrocédera une partie de l'île. L'île est partagée selon l'axe de la route des forts. Au nord et à l'est, le domaine de ta grand-mère, qui représente 350 hectares environ. Et au sud et à l'ouest, celui des Henry, 210 hectares environ. Sais-tu ce qui a présidé dans le choix de ce découpage de l'île ? Est-ce que c'était lié à l'implantation des Henry Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette version-là. Alors, très bien. Je pense que, effectivement, Pierre Buffet parle d'un accord secret. Il est tellement secret que moi, j'en ai jamais entendu parler. Maman n'en a jamais entendu parler. Et donc, s'il y avait un accord, eh bien, il n'y aurait pas eu de mésaccord, ou de désaccord, puisque après, ils ont intenté des procédures l'un contre l'autre. Je crois qu'il faut remonter un peu plus en arrière. Madame Henry, alias Madame Baline, puisqu'elle se faisait appeler Madame Baline, arrive en 1919 à Porquerolles avec son amant Claude Baline, et elle cherche à savoir qui était propriétaire de Porquerolles, puisqu'elle écrit même à Marcel Henry, donc à son mari: j'ai découvert un endroit de rêve, viens nous rejoindre. C'est ce qu'on appelle un trouble aujourd'hui, voilà. Très moderne. Et donc, elle rencontre la veuve du docteur Crotte, qui avait acquis auprès du marquis Costa de Borgard une promesse de vente pour l'île de Porquerolles. Elle était veuve, elle avait 4 enfants,
elle savait pas trop comment se débrouiller pour exécuter cette promesse de vente. Et Madame Baline lui dit mon frère est notaire, je vais vous le présenter, il va s'occuper de vos affaires et il va régler tout ça pour vous. Elle rencontre non pas son frère mais son mari. L'histoire est cocasse. Et donc il lui dit mais signez-moi donc ces papiers, je m'occupe de tout, faites-moi confiance, tout va bien se passer. Et il lui loue en banlieue parisienne un pavillon avec la promesse d'une rente mensuelle pour qu'elle puisse élever ses enfants, qu'ils puissent aller à l'école et qu'elle ne soit pas toute seule, isolée à Porquerolles. Sauf qu'au bout de 2 mois, ils ne payent plus la rente, mais ils ont quand même réussi à la sortir de Porquerolles, ce qui était la première manœuvre, et que par la suite, elle s'oppose et elle revient sur les papiers qu'elle avait signés. Et donc, premier conflit à ce moment-là, où effectivement, Marcel Henry est condamné pour, entre guillemets, mandataire infidèle, c'est-à-dire qu'il a été condamné pour avoir endossé à son nom la promesse de vente de Porquerolles. Marcel Henry avait aussi été radié de l'ordre des notaires, ce qui fait qu'il avait fait quand même quelques actes un petit peu répréhensible, c'est ce qu'on va dire. Mais par ailleurs, Marcel Henry avait une grande qualité, c'est que il aimait profondément la nature. On le voit d'ailleurs avec les Jahandiers qui se baladaient, et on voit des photos où il aimait les papillons, il aimait tout ça. Et donc, pour moi, c'est lui qui avait quand même la vision de la protection de la nature. Et ça a été sa plus grande qualité. Notaire, je ne lui ferai pas confiance, mais pour la nature, c'était mieux. Et donc, par la suite, il a essayé d'acquérir aussi auprès des 2 premiers enfants de la famille du docteur Crote un mandat, et il a acheté leur part. Ça m'a été raconté par Rémi Crote, que tu connais peut-être, qui vient à Porquerolles et qui est donc lui aussi le petit-fils du docteur Crote. Et donc, il s'est plongé dans les archives familiales. Et donc, on voit que le désir de Marcel Henry d'acquérir Porquerolles, finalement, ne peut pas se faire réellement parce que les moyens qu'il a utilisés n'étaient pas tout à fait légaux et en tout cas pas consentis de la même manière auprès des héritiers. Tout cela fait que tout le monde s'engueule, prend des avocats, se bagarre les uns contre les autres, et finalement, l'île arrive aux enchères du tribunal de Toulon en 1937, effectivement, et Marcel Henry, qui pensait pouvoir acquérir Porquerolles à ce moment-là, finalement voit arriver un promoteur immobilier qui s'appelait Touche, qui a été le promoteur immobilier qui a loti le Cap Bénat, et qui met un gros paquet sur la table et qui achète Porquerolles. Donc Porquerolles est vendu à un promoteur immobilier en première adjudication. Et là, Marcel et Marceline Henry se disent c'est la catastrophe parce qu'on a tout perdu. Et donc ils prennent le train, ils viennent voir notre grand-mère à Paris, et ils lui disent Paul, si vous ne faites pas quelque chose, Porquerolles est foutu. Porquerolles est foutu parce que, comme vous savez peut-être, on peut réouvrir une enchère publique dans le mois suivant la première adjudication, à condition de mettre au moins 10% de plus en termes de valeur. D'accord. Donc ma grand-mère se laisse convaincre par Marcel et Marceline Henry qui viennent à Paris pour lui demander de sauver Porquerolles, et c'est ce qu'elle fait. Ils se connaissaient bien alors ? Ils se connaissaient suffisamment bien parce qu'ils étaient amis, puisque Paul était cliente de l'hostellerie depuis 5-6 ans. À mon avis, c'est depuis les années 30. Donc, oui, ils se connaissaient bien, ils s'aimaient beaucoup. Voilà. Donc, en fait, c'est à ce moment-là, donc, elle met le paquet et finalement, elle acquiert Porquerolles toute seule. Donc, 650 hectares de forêt, sans une maison, parce qu'il y avait la maison de Portman, mais qui était une ruine, la maison de la Palue, qui était une ruine aussi, et les maisons du village n'étaient pas compris dans cette vente-là. Donc, elle acquiert l'intégralité du domaine de Porquerolles, c'est-à-dire la forêt principalement, et puis des maisons en ruine. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment l'alliance de la vision de la naturaliste
de la protection de la nature de Marcel Henry et les moyens de notre grand-mère qui, en tant que mécène, permet la protection de la nature. Et donc, ils s'entendent très bien. C'est ce qu'on peut voir aussi dans les différentes lettres que nous avons retrouvées et que Claire Pollan a décrypté, parce que l'écriture de Marcel Henry, de Marceline Henry, n'était pas très facile à lire. Et donc, elle a fait ce gros travail-là. Merci Claire pour tout ça. Et c'est ce qui a été élu aux rencontres de Porquerolles au mois de septembre l'année dernière, où on voit qu'effectivement, Marcel Henry demande de l'argent à notre grand-mère pour entretenir les forêts, réhabiliter des bâtiments, s'occuper de Porquerolles, etc., etc. Donc ça, c'est entre 1937 et 1942, 1942. 1942, effectivement, à ce moment-là, elle a dépensé beaucoup d'argent pour Porquerolles, donc vraiment une mécène qui a fait ça avec une grande générosité. Et c'est bien parce qu'elle aimait la nature et qu'elle a pu faire tout ça. 1942, c'était la période la plus noire de la guerre, et là, Marcel Henry propose 2 baux de location à Paul Desmarais, en lui disant je vais m'occuper de Porquerolles, signez-moi ces 2 baux de location, un bail pour la partie ouest de l'île, c'est-à-dire du port jusqu'à la plage du Sud, et un bail de la partie est, c'est-à-dire du port globalement jusqu'à Portmont. À l'époque, comme tu le sais peut-être, les femmes n'avaient pas le droit de signer un document officiel, donc je n'ai pas le document effectivement signé, mais c'est pas ma grand-mère qui l'a signé, c'est son avoué, puisque elle était divorcée à ce moment-là. Et il se trouve que dans le bail, donc ce bail est très intéressant pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que on y trouve c'est l'acte fondateur du parc national de Porquerolles. C'est-à-dire qu'il est précisé dans ce bail que l'île doit rester ouverte au public, qu'on doit protéger la nature, qu'on doit s'interdire de faire du feu, qu'on doit s'interdire de construire, pas de construction, et qu'on doit préserver la nature. Voilà. Donc ces 5 principes-là, c'est vraiment les principes fondateurs de ce qu'est devenu le parc national par la suite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans le bail de la partie est de l'île, il était spécifié que ce bail faisait office de promesse de vente. Et vraisemblablement, ma grand-mère n'a jamais vu ça, parce que lorsque, après la guerre, Marcel Henry est venu la voir en disant « Bon, comme convenu, je vous achète la partie est de l'île », elle a dit « Mais de quoi vous me parlez ? Je ne suis pas au courant ». Et c'est là qu'ils ont commencé à dégainer les flingues et à sortir les avocats. Et donc, ma grand-mère a fait appel à Maître Anger. C'est comme ça que la famille Anger est arrivée à Porquerolles, pour essayer de se défendre. Mais sauf que Marcel Henry avait bien rédigé le bail et que donc elle a été obligée de céder la partie est de l'île. Donc je pense qu'il n'y avait pas d'accord au préalable, parce que s'il y avait eu un accord préalable, il n'y aurait pas eu de conflit. Non, mais ça permet quand même de comprendre la complexité de l'affaire. Et qu'au départ, il y a quand même cette alliance entre une grande mécène généreuse et Marcel et Marceline Henry, qui sont très attachés à cette île et qui ont une vision aussi pour elle. Bien sûr. Bien sûr. Et on voit qu'ensuite, ça dégénère un peu. Et après, ça dégénère. Voilà, ouais. Ça dégénère d'autant plus qu'ils n'ont jamais payé. En fait, ils n'avaient jamais payé à la famille Crotte, mais ils n'ont jamais payé non plus à ma grand-mère. Et en fait, après, Marcel Henry décède et ça se complique encore plus avec Marceline Henry, parce qu'il faut bien comprendre qu'elle avait une double personnalité, puisque c'était Madame Baline, et d'ailleurs toutes les lettres sont signées Madame Baline. Donc moi je pense que le vrai personnage c'est Madame Baline. C'est elle qui écrivait à ta grand-mère ? Les deux écrivaient, pas pour dire la même chose. Marcel écrivait pour faire des comptes rendus de travaux et pour demander de l'argent. Elle écrivait pour dire qu'il fallait avoir confiance dans la protection de la nature, et que c'était un rêve, et donc toute une partie beaucoup plus artistique et poétique qui correspondait à sa personnalité. Mais c'est pour ça que pour moi, Madame Henry n'existe pas. Celle qui existe, c'est Madame Baline, parce qu'elle est d'autant plus charmante qu'elle est
elle transcende un aspect poétique de Porquerolles qui est formidable. Oui, c'est un personnage de roman, cette oui, femme. alors après, elle est redevenue Madame Henry quand elle a pris des fonctions, notamment elle était adjointe au maire, et quand elle a essayé effectivement de faire rentrer l'État dans l'histoire, parce que comme elle n'avait pas d'héritier, elle voulait que quelque part on puisse pérenniser la protection de Porquerolles, et ça passait par effectivement l'intervention de l'État pour le classement en parc national. Ça, on en parlera. J'aimerais qu'on revienne un petit peu du coup sur l'histoire. Globalement, donc voilà, la boucle est bouclée, sauf que à ce moment-là, c'est donc juste après la guerre, ma grand-mère ne vient plus à Porquerolles. Les Cabarrus et Paul Desmarais ne viennent plus à Porquerolles parce qu'on est persona non grata et parce qu'on est interdit de séjour, quasiment. À tel point que Madame Henry avait interdit à Pierre Buffet de parler à son ami d'enfance, c'est-à-dire à maman. Alors qu'il jouait aux quatre coins sur le port en s'appuyant sur les palmiers qui à l'époque faisaient 2 mètres de haut. Ta maman, Tatiane, elle naît en 1929, oui. C'est ça. Elle dit de ses vacances enfants à Porquerolles, on venait tout l'été et c'est le pêcheur Étienne Papasedi qui nous emmenait à la plage du Sud. Je pêchais à la Palangrotte. Donc ta mère n'a pas habité non plus sur l'île, de même que ta grand-mère. En fait, c'était vraiment un lieu de villégiature, un lieu de vacances régulier. Et puis ta maman Christiane part vers d'autres rivages. Elle épouse en 1952 Pierre de Cabarrus, grand psychanalyste. De cette union naissent 4 enfants. Laurence en 1957, Sylvie, ta sœur jumelle, et toi en 1965, et Marine en 1968. Après la guerre, tes parents partent quelques années au Maroc et quand ils reviennent, ta maman souhaite faire découvrir l'île à son mari. Est-ce que tu sais si ton père a tout de suite adhéré à l'endroit ou si ça s'est fait progressivement ? Alors, en fait, donc il se marie à Casablanca en 1952 et ils partent en voyage de noces à Venise. Entre Casablanca et Venise, il y a Porquerolles. Donc ils prennent la route et maman dit à papa on va s'arrêter au Lavandou et on va passer une journée à Porquerolles. Maman revient à Porquerolles en tant que femme, alors qu'elle était partie en tant que jeune fille, puisque ses derniers séjours à Porquerolles, c'était juste avant la guerre. Et papa qui m'a raconté ça, il m'a dit mais j'avais épousé une femme et là j'ai connu ce jour-là quelqu'un d'autre, parce que elle est tombée dans les bras d'Étienne Papasedi, il y avait Alfred Touze, il y avait tous les vieux porquerolliens qu'elle revoyait. Et, qu'elle n'avait pas vu depuis combien de temps ? Qu'elle n'avait pas vu depuis 12 ans. Oui. Ouais, 12 ans. Mais 12 ans à une époque où, pour une femme, c'est énorme. surtout que, elle est partie jeune fille ou adolescente et elle revient femme mariée. Donc, ça change beaucoup. Et papa m'a dit, là, j'ai découvert une autre personne que celle que je connaissais. Et donc, il est tombé sous le charme, à mon avis, de Porquerolles, mais aussi de sa femme. Sa nouvelle femme avec, qui avait une personnalité différente. Qu'est-ce que ça faisait ressortir en elle ? Une forme de, de joie, pourrais pas, non, tu saurais pas. Oui, je pense de joie intense, du bonheur d'être à Porquerolles, de retrouver son enfance. Bien aussi, sûr. Parce que ça, c'est ça qui est très marquant. D'ailleurs, lors des 90 ans, on a fait une fête pour les 90 ans de maman, et Pierre Buffet, qui a 1 an de moins, a fait un petit discours qui était très juste. Il lui a dit « Nous avons le privilège de vieillir à l'endroit où nous avons grandi ». Ce qui est à la fois très simple et très vrai. Et voilà, ça veut tout dire. Ça veut dire que finalement, on a son arbre. Et d'ailleurs, c'est Sylvain Tesson qui dit l'essentiel dans la vie, c'est de trouver l'endroit où l'on est bien. C'est comme ça, hein. C'est très vrai. Et elle a trouvé l'endroit où on est bien. Moi aussi, à Portman, j'ai trouvé l'endroit où je suis bien. Ils ont à peu près le même âge, tous les deux, avec Pierre ? Pierre a 6 mois de moins, enfin 1 an de moins. Oui. Oui, mais ils ont le même âge. Ouais. Oui. Alors, vous voyez le jour avec ta sœur jumelle Sylvie, on l'a dit en 1965, vous résidiez alors à Paris.
et veniez en vacances à Port-Cros. Alors à l'époque, si je ne me trompe pas, les vacances se faisaient à la Palue, c'est ça ? À la Palue. En fait, en 1960, pour revenir un petit peu en arrière, le bail est arrivé à échéance de la partie est de l'île, donc on a pu remettre les pieds à Port-Cros. Ma grand-mère demande à mon père de rénover la maison de Portmans, ce qu'il fait avec un entrepreneur qui arrive de Toulon avec une barge, des tas de matériaux, etc. On reconstruit la maison de Portmans qui avait été abîmée, notamment au moment du débarquement américain, puisque, comme tu le sais peut-être, la plus grosse partie de la bagarre et de la bataille du débarquement de Provence s'est passée à Port-Cros. Il y a eu 9 soldats canadiens et américains qui ont été tués et donc il fallait protéger le débarquement sur les plages de Ramatuelle et sur les plages de Cavalère, notamment en sécurisant le Levant et Port-Cros. Donc là, il y a eu une grosse bagarre et la maison de Portmans avait reçu un obus sur le toit. Donc 1960, papa s'occupe de la rénovation de la maison de Portmans et il fait notamment une chambre pour ma grand-mère qui lui dit non mais je viendrai pas, je suis trop âgée. Elle avait 59 ans puisqu'elle est née en 1901. Et puis finalement l'été se passe, elle vient, elle trouve ça formidable. Formidable parce que elle est loin du port, mais à la fois elle est à Port-Cros où elle aime être. Et à la fin de l'été, elle dit à papa, finalement c'est super ce que vous avez fait, puisqu'elle vous voyait, c'est super ce que vous avez fait. Je vais revenir. Et là, papa se dit, passer mes vacances avec ma belle-mère, ça va pas le faire, ça va pas être possible. Piège. Et donc finalement, il décide de rénover la maison de la Palue. Donc à l'époque, Laurence était fille unique. Donc, et Laurence explique, elle a pour le coup passé ses jeunes années à Portmans. Bien sûr, oui. Elle était à Portmans. Jusqu'en 65. 65, ouais, c'est ça. Puisqu'à l'époque, il n'y avait que la maison de Portmans. Et mes parents n'arrivaient pas à avoir d'autres enfants. Et finalement, ils s'installent à la maison de la Palue en 64. Et en 65, miracle de la nature, Sylvie et moi arrivons. Quels sont tes premiers souvenirs ? Est-ce que tu as des souvenirs vraiment de ta petite enfance ici en vacances ? Donc à la Palue ? Moi, j'ai des souvenirs qui sont alimentés par les photos. Il se trouve moi, dans ma vie, j'ai souvent été entouré de plein de photographes, et notamment la jeune fille qui nous gardait était la fille d'amis de mes parents, qui s'appelle Sylvie Lancredon, et qui est une très grande et très célèbre photographe, et qui a fait plein de photos. À l'époque, elle avait 17-18 ans, elle a fait plein de photos de nous, et des photos en noir et blanc. Donc on nous voit en train de faire plein de conneries à la Palue. Donc mes premiers souvenirs, c'est lié... Ils ressurgissent par les photos. C'est lié à ça. Hein. C'est des souvenirs qu'on n'a pas forcément... que j'ai pas forcément moi dans ma mémoire, mais qui sont alimentés et documentés par ces images-là. Tu sais quelles étaient vos occupations ? Est-ce que vous vous mélangiez un petit peu au Port-Crosien, ou est-ce que la distance du fait d'être à la Palue... On se mélangeait à une Port-Crosienne, c'est Anne-Laure Buffet. Donc la fille de Pierre Buffet. La fille de Pierre Une Buffet. des filles de Pierre Buffet. Anne-Laure a quelques jours de moins que nous. Elle est née le 27 mai, et on est du 14. Donc, c'est surtout avec Anne-Laure qu'on se marrait bien, parce qu'elle venait très souvent à la Palue. Et puis par la suite, moi, mon grand copain, c'était Régis Dupré, le fils de Raymond Tolary, puisque à l'époque, Raymond et Marie-France avaient tenaient un restaurant au port. Et c'était le début de la planche à voile. J'ai appris à faire de la planche à voile à 12 ans avec lui. Et c'est comme si j'avais une mobilette. Ma planche à voile, ça me permettait d'aller au port, d'aller me balader, et ça, c'était la liberté. C'était top. Et puis j'avais un petit Zodiac aussi avec un petit moteur. Donc mes souvenirs d'enfance, c'est plus... ceux qui sont marquants, c'est à partir de 7-8 ans. 7-8 ans, oui, voilà. En même temps. Et puis, mes souvenirs aussi, c'était avec Philippe Barbier, qui était mon parrain. Il se trouve que quand, en 60, on a refait la maison de Portmans, il était noté sur les cartes marines
qu'à Portmont, il y avait un puits et que les plaisanciers pouvaient venir chercher de l'eau. Et donc un matin, ma grand-mère va au ponton et elle tombe dans sa propriété, nez à nez avec Philippe Barbier, qui était un beau mec, avec un jerrycan sous le bras. Et elle lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et il lui répond « Et vous ?» Ce qui était d'une audace absolue, parce qu'il avait quand même 25 ans de moins. Il était chez elle. Et il était chez elle. Et elle lui dit je suis chez moi. Et il dit je suis bien content de savoir que c'est chez vous. Voilà. Et donc, je viens chercher de l'eau si vous me permettez. Et puis, ils commencent à parler ensemble. Ma grand-mère adorait les chiens et il avait 2 teckels qui s'appelaient Olive et Olaf sur son voilier. Assez rapidement, elle lui dit mais qu'est-ce qui se passera quand vous serez plus là? Ce qui était aussi une audace absolue quand même. Et donc elle lui répond il faut que je vous présente ma fille avec qui vous allez bien vous entendre. Et donc c'est devenu des amis très proches de mes parents. Et Philippe Barbier et Martine Barbier venaient chaque été sur leur bateau qui s'appelait l'Aventurine. Moi j'ai une vision quand j'étais enfant de mes parents à la Palue quand même assez affairés, en train de réparer les choses, bricoler, faire la cuisine. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on n'avait pas l'électricité, donc on était quand même occupés quasiment à mi-temps pour le confort, quoi. Pour essayer avoir d'avoir de l'eau, un minimum pour de avoir confort. à manger, pour faire en sorte que voilà. Mais mes souvenirs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les soirs on démarrait un motopompe dans le puits, qu'on allait vérifier le niveau de la citerne, qu'on faisait super gaffe à l'eau, qu'il fallait recharger les lampes à pétrole, faire attention aux lampes à gaz, changer les bouteilles de gaz 1 fois par semaine, parce qu'on avait un frigo à gaz, parce que, etc. Moi, je m'occupais du bateau, donc refaire le plein de la nourrice du Boston Whaler qu'on avait à l'époque. Tout ça, ça nous occupait pas mal. Mais j'ai des super souvenirs, parce qu'en même temps, papa avait acheté un des premiers Hobbycat, et donc on partait, quand il y avait du vent, faire du Hobbycat. Moi, j'avais un optimiste, donc je faisais un peu d'optimiste, mais pas beaucoup, parce que j'avais pas le droit de sortir de la baie de la Palue, et que le vent tournait dans tous les sens, et que je trouvais pas ça très intéressant de me prendre la baume dans la tête. Et puis l'autre souvenir que j'ai, c'est que il y avait toujours des amis qui venaient. La table était ouverte. Il y avait Anne-Laure qui venait. Il y avait des amis de mes parents. Il y avait voilà, c'était quand même un lieu de vie formidable, avec les vacances. Avec les vacances super sympas, quoi. Qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure? Tu me décrivais ta grand-mère comme une grande mécène, généreuse. Est-ce que tu te souviens de certains de ses traits de personnalité? Quel genre de femme c'était? Alors, je sais que Laurence, ma grande sœur, a un souvenir plutôt d'une femme autoritaire. Moi, effectivement... ça devait quand même être une femme de poigne, non? C'était une femme de poigne, évidemment. Elle avait des gens qui travaillaient pour elle, mais elle avait une grande générosité. Elle avait pas mal d'humour. Et ça, c'est notamment Frédéric Ballet qui me l'a raconté aussi. Et moi, j'ai le souvenir... elle aimait bien manger, elle était très gourmande, et donc on allait par exemple à Porquerolles, à l'Arche de Noé, oui. L'Arche de Noé, manger une langouste avec le cœur volant, le rêve absolu, quoi. C'était génial. À l'époque des bourgs. À l'époque des bourgs, oui, bien sûr. Oui, donc la grande époque de l'Arche de Noé. Et donc, elle était copine aussi avec les filles Fournier, parce que finalement, c'est un peu la même génération. D'ailleurs, les histoires de ces îles... Elle se retrouvait au conseil d'administration du parc. Voilà, donc j'ai le souvenir de... J'ai aussi le souvenir... j'ai pas... Ça, c'est pas un souvenir, parce que c'est quelque chose qui m'a été raconté, mais par exemple, Dany Ferry me racontait que quand ma grand-mère était à l'Hostellerie Provençale, et que Marius et Georgette Ferry travaillaient à l'Hostellerie Provençale, eh bien, elle était très généreuse avec eux, et c'est ce qui leur permettait de passer l'hiver aussi, puisqu'ils n'étaient pas payés l'hiver, puisque l'hiver, l'Hostellerie était fermée. Donc, j'ai le souvenir... Façon de maintenir la vie sur l'île aussi. C'est, bien sûr. Cyrielle m'a raconté que quand elle était enfant à Pâques, il y avait toujours une grande chasse aux œufs en chocolat, et qu'elle avait appris par sa mère, par Christiane,
que c'était un don de Paul Desmarais qui donnait de l'argent pour les enfants de Porquerolles. Donc c'est plein de choses comme ça qui sont revenues par la suite et qui sont assez attendrissants. Et c'est vrai que moi j'ai ce souvenir-là de quelqu'un qui était super bien à Portmont parce qu'elle était et qu'elle aimait bien. Et je pense qu'elle avait trouvé son équilibre à Portmont. Même si elle avait loué aussi à un moment donné l'île de Bagot et qu'elle allait faire du naturisme sur l'île de Bagot. C'est ce qu'on voit aussi à certains moments. Donc voilà, c'était quelqu'un qui était autonome, qui était indépendante, qui avait un fort caractère. Et qui a mené sa vie comme elle le voulait. Tu as connu ton grand-père ou pas ? Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Mon grand-père... Mais ils étaient séparés déjà. Oui, ils s'étaient séparés. C'était un peu des mariages arrangés à cette époque-là. Donc, quand on avait des personnalités un peu fortes, ils s'étaient pas forcément fait. Oui, mais pour, se séparer à cette époque-là, c'était peut-être pas forcément. Peut-être qu'on s'accommodait de la vie, voilà. Oui, mais la grande différence, c'est que ma grand-mère était indépendante financièrement. Bien sûr. Donc, à partir du moment où elle était indépendante financièrement, elle pouvait se permettre de quitter le foyer familial ou de reconstruire sa vie différemment. Oui, tout à fait. Voilà, mon grand-père, lui, ma grand-mère aimait bien les bateaux et lui aimait plutôt les voitures. Il était tanneur. Son père avait fait fortune en inventant un système de tannerie pour avoir des peaux en cuir qui étaient très souples et très résistantes. Et il avait donc son père et son grand-père avaient fait fortune. Ils étaient partis en bateau au Chili, en passant par le Cap Horn, et ils étaient rentrés du Chili en ayant fait fortune grâce à ce procédé de tannage. Donc là encore, on voit un parallèle avec la famille Fournier qui était partie en Amérique centrale. Le clin d'œil est rigolo. Donc Georges Combe est venu un peu ici, mais pas beaucoup. Lui, il aimait plutôt le Béarn, il était plutôt du sud-ouest et donc voilà. Il n'a pas vécu beaucoup de moments ici. Non, je crois pas. Avant votre famille, il y a une résidente dans la maison de Portmont qui marqua également l'histoire de Porquerolles. Vivienne de Watteville, aventurière, de retour d'une expédition au Kenya, qui arrive à convaincre non sans difficulté Léhenri de pouvoir y séjourner à l'abri de tout, de 1929 à 1930. Elle écrit dans son ouvrage « Une île sans pareille ». Alors, je vais lire un petit extrait. En contrebas, face à moi, je distinguais la maisonnette blanche, blottie comme une mouette juste au-dessus de la roselière. Je demeurais toujours un instant à contempler mon logis. Je m'y imaginais d'ores et déjà installé. La fumée qui montait dans la brume lumineuse de juillet était celle de mon propre feu. Comment m'y sentirais-je entravé par 1000 possessions terrestres, sous le fardeau de 1000 soucis, que j'aurais aisément pu m'épargner. Il était encore temps de fuir, le cœur indemne. Il était encore temps d'affréter le falaise et de mettre le cap sur la crête. Seules me répondaient les 4 notes des huppes qui réveillaient mes souvenirs africains et mon besoin pathologique de liberté. Alors cette toute jeune femme, Vivienne de Watteville, qui décide de faire une retraite loin du monde dans un lieu qu'elle ne connaît presque pas, défiant Léhenri et subissant les avances de Joseph Barézy, l'homme à tout faire que Léhenri lui avait assigné. Toi qui vis désormais une partie de l'année dans cette maison, tu peux sûrement imaginer la force de caractère incroyable de cette jeune femme. Qu'est-ce que t'inspire le récit de Vivienne de Watteville ? C'est grâce à Claire Pollan qui a traduit en français l'histoire de Vivienne de Watteville dans un livre que je vous engage à lire, qui est formidable parce que... Intitulé Une île sans pareille aux éditions Claire Pollan. Île sans pareille. Et voilà. Comme toi, j'encourage les auditeurs à et donc, il est admirablement bien traduit. En plus, c'est une très, très belle lecture à faire. On a reçu en 2019, lorsque ce livre a été publié, Didi Hawkins, qui est la petite fille de Viviane. Et c'était très sympa parce que
Elle a revécu un petit peu l'histoire de sa grand-mère. On l'a reçue, je l'ai reçue ici, c'était au mois de septembre, et elle est venue avec une de ses filles. Et j'ai commencé par l'installer dans la chambre qui était la chambre de ma grand-mère et qui était auparavant la chambre de Viviane, puisque la configuration de la maison n'a pas beaucoup changé. D'accord. C'est à peu près la même chose. Et là, avec mon copain Maxime Voiseau, on se regarde et on se dit, mais c'est bizarre, ça fait 3 heures qu'elles sont dans la chambre, là, elles ne bougent plus. Qu'est-ce qu'elles font, les Anglaises, là? Parce que on n'a pas de nouvelles, on va peut-être dîner, ça va être bon. Et puis, finalement, elles ont pris leur marque et elles étaient en train de lire le livre sur le lit, en train de s'imprégner du lieu. Et de revivre. C'était formidable. Et les photos de ce livre, puisqu'elles ont ouvert leurs archives familiales, les photos du livre sont très sympas, avec l'âne Modestine qui était là, et puis le perroquet, puisqu'elle avait acheté un perroquet à Marseille avant de venir ici, et c'était une femme formidable. Elle a quand même, avec son père, ils sont partis en Afrique, puisque à l'époque il n'y avait pas de zoo, mais il y avait des musées où on présentait des scènes, notamment d'Afrique, avec des animaux empaillés. Donc, ils ont été missionnés par le musée de Berne, en Suisse, pour échantillonner des animaux en Afrique. Et ils sont partis pendant 2-3 ans, pour tuer des rhinocéros, des lions, des éléphants, et les empailler et les expédier au musée de Berne. Et elle avait 17 ans à l'époque. Elle était fille unique et son père la considérait comme un garçon. D'ailleurs, il l'appelait mon garçon. Et donc, elle avait quand même une enfance et une adolescence assez incroyable, d'être au Kenya, d'être en Tanzanie, au milieu de bêtes sauvages. Et malheureusement, son père a blessé un lion et il a voulu l'achever. Et donc, il est parti sur les traces du lion et il s'est pris un coup de griffe mortel. Et donc, il est décédé, enterré au milieu de la savane. Et elle s'est retrouvée à 17 ans à terminer une mission avec 60 boys africains pour continuer à tuer malheureusement et à prendre un certain nombre d'animaux. Et donc c'est par la suite, lorsqu'elle a eu quelques 25 ans à peu près, je ne me souviens plus exactement, mais qu'avec sa grand-mère, elle sillonne la Côte d'Azur et elle se dit, il faut que je trouve un endroit pour me poser. Elle part donc du port des Salindières sur un bateau de pêche. Et elle part en direction de Porquerolles. Et au bout de quelques instants, elle dit « Mais c'est quoi l'autre île là, à gauche ?» Et le le pêcheur lui dit « Non, ça c'est une île sauvage, il ne faut pas y aller, c'est Porquerolles. » Et elle dit « Ok, cap à bâbord, on va à Porquerolles. » Et elle débarque à Porquerolles. Donc elle débarque effectivement à ce moment-là à l'hostellerie provençale. Elle y reste quelques jours avec sa grand-mère. Et puis elle se balade sur l'île et elle trouve la maison de Portman. Et elle décide, enfin elle arrive à louer la maison de Portman au Henri. Qui lui mettent dans les pattes effectivement Baresi, qu'on voit dans le petit film, hein, qui était... on le voit. Mais je vais te le montrer. Mais il faut que je le voie. Oui. On aurait dû commencer par ça. Et donc on voit Baresi qui a été un peu trop harcelant vis-à-vis d'elle. Je pense que les scènes du livre sont quand même assez terrifiantes, j'imagine, parce que Portman, il faut quand même s'imaginer qu'on est loin de tout. Oui. Avoir un homme qui guette à la porte de sa chambre. Il y avait vraiment... Il était complètement épris d'elle, en fait. Ah oui, complètement. Il était complètement dingue d'elle. Et donc, elle trouve... et c'est là où l'histoire fait une boucle assez jolie. Elle trouve un endroit qu'elle appelle le paradis, c'est-à-dire qu'elle remonte un petit peu dans le vallon de Portman, là où, au moment où il y avait une usine de soude, tout un traitement d'irrigation avait été fait pour mettre des retenues d'eau. Il y a un endroit qu'elle découvre où il y a un terrain plat et un cyprès
qui fait déjà 25 mètres de haut. Et elle appelle cet endroit mon paradis. Et c'est un endroit isolé qui est pas très loin de la maison, mais suffisamment loin pour que Barésil lui foute la paix et qu'elle se retrouve là à écouter de la musique et à lire et à être tranquille. Et donc, j'avais un très bon copain qui s'appelait Philippe Pégère, qui était là lorsque, en 2019, nous avons reçu Didi et sa fille. Et je dis à Philippe, le paradis, le cyprès, est-ce que tu penses que tu peux le retrouver ? Parce que lui avait une entreprise d'espace vert, il connaissait tous les arbres et c'était un magicien des arbres et de la nature. Il a été le spécialiste des toitures végétalisées à Paris. Donc, c'est vraiment un précurseur et un type formidable qui malheureusement nous a quittés. Et donc on était en train de lire au manoir l'extrait avec Claire Pollan du livre et il était 17h30 et je reçois un texto de Philippe qui me dit j'ai trouvé le paradis. Je dis à Didi et sa fille on rentre à Portmont, on va prendre l'apéro. Et je lui dis, mais on va essayer de trouver le paradis. Bref, on arrive. On était donc Maxime, Philippe, Didi, sa fille et moi, tous les 5. On part dans la forêt. J'avais un sac à dos et on tombe sur le paradis, le cyprès. Et là, j'ouvre mon sac à dos, je débouche une bouteille de champagne et les Anglaises, elles étaient scotchées. Et c'est vrai que c'est un endroit assez étonnant. Et c'était un endroit que tu ne connaissais pas ? Ben non. C'est en pleine forêt, c'est dans le maquis. Il est incroyable cet homme qui a retrouvé l'endroit. Ah bah c'était Philippe. Je pense qu'il a bagarré un peu dans le maquis. Sur la base de l'extrait. Oui, mais en fait, il est parti du principe qu'un cyprès, ça vit longtemps, et que donc s'il faisait déjà 25 mètres de haut en 1930, il devait faire 35 mètres. Voilà, donc c'était son repère. Oui, bien sûr, il l'a repéré. Magnifique. Donc voilà. Mais c'est un endroit secret. C'est un endroit secret. Bon, il y a toujours des endroits secrets sur les îles. Est-ce que ta grand-mère a toujours continué de venir à Porquerolles ? Tu dis elle revient en 1960. Je crois qu'elle décède en 92. Si 92. Je me trompe pas. Est-ce que pendant ces 30 années, est-ce qu'elle est venue régulièrement ou est-ce qu'elle a... elle venait tous les étés, juillet, août, tous les étés. Les dernières années, elle venait à La Palud parce que c'était compliqué pour elle d'être toute seule à Portmont. Et puis parce qu'il y a des escaliers, etc. Donc elle avait du mal à marcher. Donc les dernières années, elle est venue à La Palud. D'accord. Voilà. Mais oui, elle adorait venir à Porquerolles. Elle venait son lien à l'île n'a pas été entaché par les procédures judiciaires. Non, elle avait tourné la page. Ouais. Elle avait tourné la page et puis Madame Henry était décédée. Enfin, le dernier accrochage, c'était au moment de la création du Parc National, puisque quand même Madame Henry réunit au manoir pour faire un grand déjeuner, le banc et l'arrière-ban des gens qui pouvaient décider du Parc National, le directeur du muséum, etc. On est en quelle année ? On est en 61. Ouais. Et à la fin du déjeuner, elle se lève et elle porte un toast et elle dit « J'offre mon île à l'État pour qu'il fasse un parc national ». Tout le monde salve d'applaudissements, etc. Sauf que juste après, ça revient aux oreilles de notre grand-mère et qu'elle dit « Mais jusqu'à preuve du contraire, si je ne suis pas d'accord, il ne se passera rien ». Donc là, l'État a envoyé une délégation diplomatique pour faire en sorte que ma grand-mère puisse donner son accord, puisqu'elle était... Elle était... Mais comme tous les parcs nationaux ont toujours été faits sur des terrains privés, donc elle était propriétaire de Porquerolles et voilà. Enfin, mais dans le fond, elle ne s'y serait pas opposée, c'est peut-être dans la forme où mais bien sûr, mais c'était une querelle de femmes. Enfin, c'était Madame Henry avait une grande volonté de pouvoir. Voilà, mais après la page a été tournée. D'ailleurs, il y avait eu des articles à l'époque où cette fausse reine qui voulait donner Porquerolles à l'État, etc. C'est rigolo de retrouver ça. Ce qui est important, c'est que
ça a pu se faire et l'histoire se termine bien. Oui, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder devant. Voilà. D'ailleurs, elle n'a pas donné, elle a échangé la partie est, la partie ouest, pardon, de Porquerolles contre contre la jouissance du fort du Moulin. Mmh. Alors, ta grand-mère, on l'a dit, donc décède en 92. En 98, ta famille vend la majeure partie de ses terres au Conservatoire du Littoral, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, ta famille conserve de fait la ferme de la Palue et la propriété de Portmans où tu résides désormais par intermittence. À la différence de ta sœur Laurence, tu n'as pas fait le choix de vivre sur l'île à l'année. Est-ce qu'en quelques lignes, tu pourrais nous dresser un petit peu ton parcours géographique, familial et professionnel et nous dire comment Porquerolles s'est inscrit dans ta vie jusqu'alors? Oui, alors... Oui, effectivement, en 99, on a cédé par un système qui s'appelle une dation, on a cédé les 350 hectares au Conservatoire du Littoral et on a gardé donc les deux propriétés de la Palue et de Portmans. À partir de 14-15 ans, passer 2 mois ici, c'était plus possible, surtout avec 3 sœurs, enfin 2 sœurs parce que Laurence était plus là, elle passait plus ses vacances avec nous, mais j'avais envie de me balader, de découvrir autre chose. Donc la première chose que j'ai découvert, c'était Porquerolles, ouais. parce que en fait, je faisais de l'optimiste et que le père de Charles-Henri Leroy organisait la Coupe des Trois Maisons, qui était la régate d'optimistes de Porquerolles. Et donc avec mon parrain Philippe Barbier, on partait passer 3 à 4 jours à Porquerolles et on faisait la régate d'optimistes de Porquerolles, que j'ai gagné 3 fois d'ailleurs, devant Maxime Prodromides, devant Charles-Henri Leroy. Ben oui, mais c'était la liberté, parce que Porquerolles, on pouvait faire du vélo, alors qu'on ne fait pas de vélo à Porquerolles, parce qu'il y avait plein de monde, parce qu'on allait s'acheter des glaces, parce qu'il y avait des filles, parce que c'était top, quoi, c'était génial. Donc moi j'ai découvert un peu Porquerolles à ce moment-là, et puis après, je me souviens quand j'avais 15 ans, je suis parti faire un voyage linguistique aux États-Unis chez un pêcheur de homards dans le Maine. Donc moi j'ai toujours eu un lien avec la mer. Moi profondément j'aime la mer, c'est ce qui me relie aussi à Porquerolles, c'est-à-dire que je fais de la voile, je fais de la plongée, j'aime bien nager, j'aime bien la plongée de la dérivante est de la Guébinière. Je fais de la course à pied, c'est ce qui m'a ramené aussi à Porquerolles, parce que j'ai fait plusieurs fois le trail de Porquerolles. Et donc j'ai toujours voulu découvrir d'autres endroits. C'est ce que j'entends. J'entends ce lien fort à la mer et donc qui renvoie viscéralement à Porquerolles, mais j'entends aussi quand même un désir et une curiosité d'ailleurs. Bien sûr, j'aime beaucoup Porquerolles, mais à l'époque j'avais envie de découvrir aussi d'autres horizons. C'est comme ça que j'ai appris à voyager, parce que c'est formidable de pouvoir voyager. Et d'ailleurs après avec ma femme et mes enfants, on venait 15 jours à Porquerolles, mais on allait aussi une semaine en voyage en Italie, en Angleterre, un peu partout. Et donc mes enfants, puisque j'ai 3 enfants qui s'appellent Léa, Charles et Manon, qui maintenant ont 30, 27 et 24 ans, n'ont pas passé les mêmes vacances que moi à Porquerolles. Oui. Ils ont passé 15 jours l'été, on venait assez rarement l'hiver parce que c'était compliqué de venir ici, et puis parce que la maison n'est pas chauffée, parce que voilà, et puis parfois quand la météo est mauvaise, Porquerolles peut être assez hostile. Du coup, je suis toujours revenu à Porquerolles, et je me suis occupé petit à petit de la maison de Portmans, parce que c'est l'endroit où j'étais bien, parce que j'avais une grande volonté aussi de prendre de la distance par rapport à mes parents et à mes sœurs, parce que Portmans, c'est une maison comme un bateau. T'es au bord de l'eau, et puis moi j'aime recevoir, j'aime cette générosité qui est liée à la maison de Portmans. On passe notre temps à accueillir, à dépanner. Voilà, je me suis d'ailleurs fait des tas de copains grâce à cette maison. Un été où il y avait gros mistral depuis 2 jours ou 3 jours,
Il était 19h, j'étais en train d'accrocher le hobby-cat pour pas qu'il s'envole sur la plage. Et à ce moment-là, je vois arriver une annexe avec un couple. Et le monsieur me dit, est-ce que ma femme peut dormir sur le trampoline du hobby-cat parce que elle supporte plus sur le bateau. Elle a une migraine, elle est malade. Et donc avec Laurence, avec mon ex-femme, je me suis dit, non, venez à la maison, on a une chambre pour vous. Vous serez mieux que sur le trampoline. Donc on installe la dame et puis on lui apporte une bouteille d'eau. Elle s'endort instantanément à 9h du soir et le lendemain matin, Léa va la chercher pour lui proposer de prendre le petit déjeuner avec nous. Et la dame était partie. Le temps, le Mistral avait arrêté de souffler, s'était calmé, et la dame était repartie. Donc les enfants disaient, on parlait de la dame, et puis 2 jours après, on voit arriver ce fameux couple avec un grand panier, avec des enchoyades, de l'huile d'olive, un panier cadeau magnifique pour nous remercier. Et donc, on les invite à prendre l'apéritif. En fait, ils avaient 4 enfants qui avaient à peu près l'âge des nôtres. Et donc, ils sont restés dîner, et puis ils ont fait une partie de cache-cache dans le jardin de folie, et on est devenus amis. Oui, l'occasion de faire des rencontres. Et pour revenir à ma question d'origine, en fait, en préparant l'entretien, tu m'as dit cette phrase, pour pouvoir apprécier la valeur de Porquerolles, il faut savoir s'en échapper. Est-ce que tu es de celui peut-être de la fratrie qui s'en est le plus échappé, ou pas forcément ? J'ai pas besoin de me comparer, chacun s'échappe s'il a envie de s'échapper. Mais disons que c'est comme ça que tu as construit ton lien avec l'île, dans ces oscillations entre... Oui, parce qu'il faut pouvoir apprécier la valeur des choses, mais le piège aussi, c'est que quand on veut trop bien faire, et ça a été mon cas pendant un certain moment, ici je passais la moitié de mon temps à bricoler. Donc c'est ce que me reprochaient un peu mes enfants parce que je jouais pas assez avec eux, c'est ce que me reprochait mon ex-femme, parce que il faut réparer un volet, repeindre un truc qui est en train de partir en vrac, faire plein de choses. Donc c'est pas super reposant non plus. Surtout que nous, on était souvent 15 parce qu'on avait nos amis, les enfants avaient leurs amis aussi. Donc, c'est une grosse logistique. Donc, on avait besoin de souffler aussi. Et ça voulait dire partir ailleurs. Et puis, sans se sentir obligé de gérer la maison. Aujourd'hui, du coup, tu es un peu moins dans les logistiques. Et comment tu dirais qu'une journée se déroule pour toi à Porquerolles ? D'abord, j'ai la grande joie d'avoir mes enfants qui viennent maintenant aussi, et même qui viennent. Charles est venu avec des copains ici, ce qui me fait très plaisir parce qu'il vient de façon autonome, et finalement, si je fais tout ça, c'est aussi pour transmettre le bonheur de pouvoir être au contact de la nature à Porquerolles le soir, écouter le Petit Duc. Passer des moments qui sont quand même très privilégiés. C'est d'ailleurs ce que disait Yann Arthus Bertrand, qui est mon voisin au Fort de Portmont, que j'ai amené ici à Portmont, puisqu'on a travaillé ensemble, et c'est là où je réponds un peu à ta question. On a travaillé ensemble, on a monté les expositions La Terre vue du ciel sur les grilles du Jardin Luxembourg en 2000, et je lui ai dit, viens, moi je pars à Porquerolles 15 jours. Il connaissait Porquerolles parce qu'il était venu en bateau avec son oncle, et donc il dit ok, on vient, et en fait en descendant, Yann n'a pas vraiment le pied marin, donc en descendant du Boston sur le ponton, il fait un faux mouvement et son téléphone tombe à l'eau. Et là, sa femme Anne dit super, les vacances commencent. Yann n'a plus de téléphone, génial. Bon, évidemment, au Chronopost 2 jours après, il avait un nouveau téléphone parce qu'il était quand même suspendu à son téléphone toute la journée. C'est comme ça qu'il a découvert vraiment Porquerolles. C'est comme ça qu'il est venu ici. Oui. Et à l'époque, le fort était fermé. Le parc ne savait pas trop quoi en faire. Il y avait un candidat qui était Jérôme Sédou de la Gaumont qui voulait prendre la possession, enfin le bail amphithéotique. C'est-à-dire que le principe est de s'engager à faire une rénovation du bâtiment contre un bail sur une période longue. Au lieu de payer un loyer, on paye les travaux et selon un cahier des charges. Comme le petit Langoustier à Porquerolles. Comme la plupart des bâtiments publics. Voilà. Et donc, à l'époque, Charles avait
Il avait 4 ans, il a passé son été avec une épée en plastique bleu qu'on avait acheté sur le port du Lavandou et il se prenait pour un chevalier et il disait « je veux aller au fort de Portmont ». Et donc on allait de façon discrète parce qu'on n'avait pas du tout le droit de rentrer dans le fort, mais comme moi j'y allais étant enfant, je savais par où il fallait passer. Donc on y allait avec une bouteille de rosé et du saucisson pour prendre l'apéro. J'ai montré et j'ai fait visiter le fort à Anne et Yann Arthus Bertrand qui par la suite ont signé avec le parc et avec l'État pour prendre possession en 2003-2004, je ne sais plus, du fort de Portmont. Et donc tout ça pour dire que je n'ai pas perdu le fil puisque Yann disait je connais le monde entier grâce à son travail de photographe. Et finalement, il dit Porquerolles, c'est quand même un endroit absolument incroyable parce qu'on est très proche de la civilisation, mais à la fois on est en dehors du temps. Totalement. Et finalement, ce qui est formidable à Porquerolles, c'est qu'on n'a pas ou on n'a plus les repères de la civilisation telle qu'on l'a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bitume, on n'a pas de feu rouge, on a très peu de voitures. Et on est au contact de la nature, donc le temps s'arrête et on revient à la contemplation pour ceux qui ont la possibilité de regarder et de se reconnecter au milieu naturel. Moi je suis en train de lire le livre de Camille Etienne qui est une jeune écologiste pleine de talent et qui va sûrement... pour un soulèvement écologique. Pour un soulèvement écologique, voilà. Bon, j'étais assez proche de Cyril Dion parce que j'ai travaillé au WWF aussi à une certaine époque. L'homme aujourd'hui a oublié qu'il faisait partie de la nature, donc c'est pour ça qu'il est en train de détruire avec une puissance phénoménale toute la biodiversité et tous nos écosystèmes. Ici, on a la chance, grâce au parc national, de pouvoir voir des poissons dans l'eau, de pouvoir avoir des huppes, comme on en a vu magnifique. Tout à l'heure, de ne pas avoir de pesticides de trop, de ne pas avoir trop de monde non plus, parce qu'on est assez éloigné de continent. Et donc, c'est un endroit où, effectivement, on peut se reconnecter à notre ADN profond. Mm-hmm. On est allé loin, parce que je te demandais une journée sur l'île, mais en fait, ce que j'entends quand même en creux, c'est que tu es passé peut-être d'une période où tu venais ici, tu t'occupais beaucoup de la maison, de la logistique, des travaux. J'entends que tu laisses un peu plus de place à la méditation, à la reconnexion, à la natation. Maintenant, je fais du yoga. Tu fais du yoga. J'essaie de prendre un peu de distance. Il n'y a pas de journée type, ça dépend de la météo d'abord. J'aime bien aller me baigner, j'aime bien manger. Tu vas un peu au port aussi ? Je vais un peu au port, oui, mais pas trop. Parce qu'en fait, d'ici on est plus proche du Levant, donc quand j'ai des amis qui arrivent, je vais les chercher au Levant plutôt qu'au port de Porquerolles. C'est plus rapide pour moi et plus pratique. Voilà, après on aime bien manger. J'ai la chance d'avoir une nouvelle compagne avec qui je fais du yoga, qui cuisine super bien et on se marre bien. Mais bon, après... comme l'été dernier, on s'est retrouvés 19 à table 2 heures avant, quoi. On prépare des trucs vite fait, et puis de toute façon, c'est le bonheur d'être là. Et finalement, le temps passe assez vite dans ces cas-là. Il y a quelques hamacs, on essaye de se détendre un peu aussi, de faire un peu de musique. Il y a un piano qui est arrivé à la maison cette année. Mon fils est musicien, ça va faire aussi quelques bonnes soirées, je pense. Et puis j'espère par la suite que mes enfants pourront continuer à prendre possession petit à petit de la maison, parce que moi j'aime partir naviguer. Là, je t'ai pas parlé, mais il y a quelque chose qui est très important aussi pour moi, c'est mon bateau qui s'appelle le Cœur Volant. Et le Cœur Volant, c'était le bateau de ma grand-mère qu'elle avait acheté en 1967. C'était un bateau à moteur de 8 mètres qui est en bois et qui est un bateau anglais, très bien conçu. Et il se trouve que ce bateau-là lui permettait d'aller une fois par semaine au Lavandou pour aller chez le coiffeur, d'aller chercher ses amis, d'aller le dimanche à la messe à Porquerolles. Et on revenait à bord. Son marin, celui qui pilotait le bateau, c'était Jean-Claude Ferry. Que j'ai interviewé dans le podcast pour aider les gens à s'y retrouver. Le frère de Dany aussi. Tout à fait. Voilà. Et donc Jean-Claude, moi, m'a appris à faire des nœuds, à
à mettre les pare-battages, à conduire le bateau. Je te montrerai une photo où j'ai 8 ans, je suis sur la pointe des pieds en train de conduire le bateau. C'était formidable. Et il se trouve qu'en 81, elle a vendu le bateau. Donc le bateau est parti de Port-Cros. Et en 2006, juste avant le décès de mon père, j'ai retrouvé par hasard la trace du bateau, puisque j'ai regardé sur Internet s'il existait encore, et je suis tombé sur l'association des propriétaires de ce type de bateau-là, puisqu'il y en avait une quarantaine de fabriqués. Et comme les Anglais collectionnent tous les motos, les bateaux, les avions, il y avait l'association des propriétaires. Et donc j'ai envoyé un mail à un Anglais qui habitait à Guernesey et qui m'a répondu le bateau existe toujours, il s'appelle toujours le Cœur Volant et il est à Camaret en Bretagne, et voilà les coordonnées du propriétaire. J'appelle le propriétaire quelques jours après et je commence à lui raconter l'histoire, et au bout de 30 secondes il me dit c'est pas la peine de me raconter l'histoire, je la connais puisque c'est moi qui ai acheté le bateau à votre grand-mère. J'allais à Roscoff en Bretagne parce que j'aime beaucoup la Bretagne aussi. Je suis allé à Camaret, c'est pas très loin. Une porte de hangar s'ouvre et je retrouve le bateau. Je remonte à bord, effectivement, il n'avait pas changé, c'est toujours le même. Et puis quelques années plus tard, en 2010, il m'appelle et il me dit bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai une maladie de Parkinson qui commence. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que vous allez me racheter le bateau. Parce qu'il est hors de question que je le revende aux Anglais. Personne ne veut d'un bateau en bois à moteur de 1967. Il n'y a que les Anglais qui auraient pu le racheter. Sauf que, en bon breton, les Bretons détestent les Anglais, hein, d'une manière générale, et lui en particulier. Donc il me dit, vous allez racheter le bateau. Et puis finalement, je lui dis non. Et puis finalement, au bout d'1 an et demi, j'ai racheté le bateau. Lors de la fête des 80 ans de Pierre Buffet au manoir. Ouais. Je venais de signer et de conclure le rachat du bateau et je m'approche de Jean-Claude Ferry et je lui dis l'été prochain, je vais te faire une surprise, tu verras. Et l'été suivant, quand je mets le bateau à l'eau, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis arrivé au port de Port-Cros. Et là, Stéphane Anger, enfin les vieux Port-Crosiens, ont reconnu un peu le bateau et je suis arrivé tout doucement à couple du bateau de Jean-Claude Ferry, qui était en train de démailler ses filets. Et donc, à un moment donné, il a entendu quand même un peu de bruit, il a levé la tête et il a vu le Cœur Volant. Incroyable. Et donc, j'ai dit, Jean-Claude... une vision. Je lui ai dit, mais c'est le Cœur Volant, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, écoute, c'est toi qui m'emmenais, maintenant c'est moi qui vais t'emmener. Et donc, il me dit, ah ben non, je peux pas, je suis occupé. Je lui ai dit, attends, t'auras pas, voilà. Laisse tomber ton filet, tu montes à bord et on va faire un tour. Et donc, on est allé faire le tour de Bagot. Et je l'ai ramené, il était super content. Ah, d'ailleurs, quand tu l'as interviewé, il parle aussi de ce bateau. Oui, il en parle absolument. Et ce bateau a une autre importance, c'est que c'est le bateau qui a permis de sceller, enfin, c'est le bateau à bord duquel a été scellé l'accord de paix entre Pierre Buffet et ma grand-mère. C'est-à-dire que on en a parlé, les différends qu'il y avait entre Madame Henry et ma grand-mère. Finalement, Pierre a été l'héritier de Madame Henry, et donc il a trouvé un accord pour que, effectivement, la paix puisse revenir et que le partage de l'île puisse être effectué. Ma grand-mère, Paul Desmarais, a dit à Pierre, venez déjeuner à Portmont, je viens vous chercher au port. Et donc, elle est allée le chercher avec le Cœur Volant. Et ça, c'est Pierre qui me l'a raconté. Et à l'arrière, dans la cabine arrière, quand je t'ai montré, il y avait donc la table, un bouquet de fleurs, un seau à champagne. Et donc, elles ont dit... Et Paul Desmarais, notre grand-mère, a dit « Commençons par boire un verre à la santé de Port-Cros ». Ah, magnifique. Voilà. Symboliquement, symboliquement, c'est une très belle histoire. Voilà. Ouais. Donc le bateau est en bonne forme et j'espère aller en Corse avec cet été parce que j'aime bien naviguer à bord et j'aime bien aller me balader. Dis-moi François, est-ce que tu as un ou des endroits à Port-Cros que tu affectionnes tout particulièrement ? J'aime beaucoup la baie de Portmont, ça c'est évident. Moi, je fais pas mal de courses à pied. J'aime bien me balader dans l'île aussi et marcher. Et il y a un endroit dont je te parlais, c'est un endroit un peu étonnant qui est sur le Mont Vinaigre. Il y a une espèce de roche en granit qui est juste à côté du sentier. Et là, on peut s'y arrêter et on sent
des vibrations assez étonnantes. C'était un très bel endroit, propice à la méditation, propice justement à la contemplation aussi. C'est un bel endroit. J'aime beaucoup la dérivante est de la Gabinière, donc sous l'eau, parce que tu vois des barracudas, tu vois des mérous, tu vois plein de poissons. C'est très sympa. J'aime beaucoup la vue depuis l'Estissac, parce que là, c'est vraiment, on voit toute la côte, mais même aussi le fort du Moulin. J'adore le fort du Moulin. Autant on a eu la chance que monsieur et madame Henry n'aient pas pu acquérir Porquerolles, du coup on a pu avoir Portmont et La Palue, mais j'aurais bien échangé aussi le fort du Moulin, parce que c'est un endroit superbe. J'aime beaucoup la Maison du Sud et j'espère qu'un jour, la maison du père Bourgier, où il amenait les enfants de Montbrison, c'est-à-dire de la campagne. Montbrison, c'est dans le Forez, c'est vers Saint-Étienne. Donc il faisait un échange et il amenait les enfants de la campagne à Porquerolles, et les enfants de Porquerolles partaient à Montbrison pour voir les vaches. C'était un homme que tu aurais adoré interviewer. Je veux dire, la légende disait que le jour où il avait plus de vin de messe, il prenait du pastis. Il sentait le pastis et comme il embrassait toutes les femmes après la messe qu'il faisait en une demi-heure chrono, c'était un moment formidable. Et joyeux, certainement. Et donc, il avait un petit bateau, une espèce de petite pirogue avec un moteur Seagull. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un moteur Seagull ? C'est les premiers moteurs hors-bord anglais où tu avais une espèce de ficelle que tu enroulais au-dessus du moteur pour le lancer, pour démarrer le moteur. Et il se trouve qu'un jour, il était en soutane, il allait à la plage du Sud, donc à sa maison avec différents vivres dans son bateau. Et il tirait comme un dingue sur ce moteur qui ne démarrait pas. Arrive un bateau de la TLV à l'époque, à Amour des Îles. Et donc tout le monde regarde un curé en soutane en train d'essayer de démarrer un moteur hors-bord, ce qui est quand même assez improbable. Et puis tout d'un coup, il s'arrête, il fait un signe de croix sur le moteur, il remet la ficelle autour, il tire la ficelle, le moteur démarre. Et là, acclamation générale, tout le monde applaudit. Il se tourne vers eux et il dit « Et dire que je sais ça depuis 30 ans et que je ne m'en sers jamais. » Incroyable. Et là, c'était tout l'humour, est mythologique là. Tout l'humour de Maurice Bourgier est contenu là-dedans. Ouais. C'est une histoire que m'a raconté Raymond Tolary. C'est formidable. C'était un personnage. Un personnage qui a marqué. Tu as parlé tout à l'heure de cette maison comme un bateau. Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu à quoi elle ressemble, comment elle est située et pourquoi tu la compares à un bateau ? On ne connaît pas l'origine exacte de la maison parce que c'était une ferme au moment où il y a eu une usine de soude, sans doute à ce moment-là, c'est-à-dire vers 1820, 1850, je ne sais pas exactement. De la même manière qu'il y avait une usine de soude à Porquerolles, à Porquerolles, il y a eu une usine de soude à Porquerolles qui a gravement pollué, parce que c'était extrêmement polluant, qui a gravement pollué la baie de Portmont. Portmont, c'est la main, ça veut dire le port de la main. Enfin, c'est une des étymologies possibles, Portmont. Et donc, c'est un endroit qui a la particularité d'être à l'abri du Mistral. Et Cyrielle m'avait raconté qu'avec Cyr, ils avaient retrouvé des traces des Romains à Portmont. Ça veut dire que de tout temps, la plaisance venait s'abriter à Portmont. L'origine de la maison, c'est une maison qui devait être à l'époque une ferme, qui est une maison assez modeste avec des murs très épais. Puis il y a surtout une terrasse magnifique. Elle surplombe, elle est en hauteur. Elle est un peu en hauteur, elle est à flanc de colline. De la terrasse, on voit toute la baie, ce qui est à la fois très sympa et ce qui est un paysage qui change en permanence. C'est un peu comme en Bretagne. Quand on voit l'effet des marées, le marnage change le paysage, change la couleur, et c'est magnifique. Et là, c'est pareil, les allées et venues des bateaux. Ma grand-mère avait une très belle paire de jumelles et elle aimait bien regarder les bateaux. Elle aimait bien inviter les gens qui avaient des beaux bateaux parce qu'elle aimait ça. Et elle était invitée en retour à prendre l'apéritif sur les jolis voiliers qui étaient à l'époque... qui mouillait dans la baie de Portmont. Donc la maison n'a rien d'exceptionnel, elle est simplement bien construite et avec une terrasse magnifique avec une vue du cap Camara jusqu'au cap Nègre à peu près.
Heureusement, on voit pas le Levant en fait. Mais le Levant voit la baie de mais Portman. le Levant, Ne voit que la baie de Portman. Le Levant voit la baie de Portman, mais on voit pas la baie de Portman. Parce que, en fait, la transition avec le Levant, c'est que 1/8 du Levant est privé, donc, et il y a 300 maisons. Et finalement, c'est ce qu'aurait pu être Porquerolles si ma grand-mère n'avait pas racheté Porquerolles. Le promoteur immobilier envisageait de faire des maisons partout, et notamment autour de Porquerolles, de la baie de Porquerolles, et puis sans doute un peu partout ailleurs. Le Levant est ce qu'aurait pu devenir Porquerolles si Porquerolles n'avait pas été protégé. Et donc l'île est protégée par les militaires aujourd'hui, enfin par la partie militaire. Alors, je ne suis pas sûr que les militaires protègent énormément la biodiversité. Je suis pas sûr non, mais j'entends, en tout cas, ils protègent de la pression immobilière. Ouais. Les tirs de missiles, c'est pas forcément très écologique non plus. Ça fait un boucan d'enfer. Qu'on entend jusqu'ici ou pas ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, quand il y a des tirs, on les entend en l'air, mais on les entend aussi dans l'eau, parce que l'eau fait une caisse de résonance. En fait, Cousteau avait appelé ça le monde du silence, mais c'est pas du tout silencieux, la mer. Hein. Tous les cétacés font beaucoup de bruit. D'ailleurs, il y a des recherches qui avancent très vite à ce niveau-là. On s'aperçoit que les poissons font du bruit, enfin communiquent entre eux aussi. Quand les militaires du Levant envoient des missiles depuis le sous-marin mer-air, ça fait du vacarme terrible. Tout ça pour dire que, effectivement, ce qui est formidable au Levant, c'est de voir Porquerolles. Et de voir le coucher du soleil à Porquerolles, et de voir cette île qui est magnifique et qui n'est qu'une forêt. Je pense que d'ici peu de temps, on fera un monument à la gloire de Paul Desmarais, puisqu'elle aimait le naturisme, et en même temps, elle a permis aux Levantins d'avoir un super paysage. Donc, j'en ai parlé en blaguant avec Laurette Alario, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand on était enfant, on n'avait pas le droit d'aller au Levant, parce que c'était des dépravés. Nos parents avaient qu'une peur, c'est qu'on aille faire la fête là-bas et qu'on tourne mal. Donc on n'avait pas trop le droit d'aller au Levant. Et c'était la vision vraiment que vous aviez de l'île. Ouais. Ah mais oui, mais les Porquerolliens ont toujours été au Levant pour faire la fête. C'était une île de fête. Ouais. Mais c'est vachement bien. Bon, après, les parents ont parfois un peu peur. Non, mais ce que à juste ou à tort ou à raison. Ou à raison, mais c'est comme ça. Voilà, donc nous, on n'avait pas trop le droit d'aller au Levant. Et en fait, moi, j'ai commencé à aller au Levant grâce à Jean-Louis Vial, qui avait repris le Gambaro. Donc ça, c'était en 2003, 2004. Et c'était une terrasse magnifique, et il avait une recette des moules de Portman qui était géniale. Donc on allait là-bas et pour déjeuner, c'était très très sympa, c'était très bon. C'était un personnage super, Jean-Louis, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Donc le Levant, j'y vais un peu de temps en temps, mais par exemple, j'ai toujours loupé l'élection de Miss Levant, parce que un coup il y avait du Mistral, un coup, je sais pas, j'ai jamais pu y aller. Peut-être cette année. Voilà, il faut un début à tout. T'es pas si loin, donc t'as pas beaucoup d'excuses. Dans un texte de Janine Sémulaire intitulé « L'insularité rend fragile », Janine écrit « Les Porquerolliens sont ma deuxième famille, avec leur façon de fonctionner qu'il faut connaître. Il y a des codes. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et si oui, quels seraient ces codes ? Est-ce que tu en identifies quelques-uns ? Oui, il y a des codes communs. C'est que je pense que quand on aime cet endroit, quand on aime cette île, on essaye de faire en sorte de la respecter, et on sait bien que on a aussi une certaine solidarité entre nous. Lorsqu'il y a des coups durs, lorsqu'il y a eu des incendies, tout le monde s'y met, tout le monde est solidaire. Lorsque quelqu'un a un problème, la solidarité des insulaires est très, très active et très présente. Après, on se dit tous bonjour, on joue aux boules ensemble de temps en temps. Moi, je suis assez mauvais à la pétanque, donc je sais pas, mais ça fait partie du folklore local, et c'est très sympa. J'ai eu la chance d'être ici pendant le confinement, et c'est vrai que pendant le confinement, on s'est tous un peu rapprochés aussi les uns des autres. C'était finalement un très bon moment.
Voilà, après, je ne sais pas s'il y a un code. Je pense qu'il faut être assez humble aussi. Ça, c'est l'humilité. La nature nous rappelle oui, vite parce alors. parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. Quand on est bloqué ici en hiver pendant 3 jours, il faut quand même avoir prévu un peu de nourriture. Il faut voilà, accepter aussi. Accepter l'isolement. Quand tout disjoncte et qu'on n'a plus d'électricité, on n'a plus d'électricité. Quand on doit repartir et qu'on a un arbre en travers du chemin, il faut avoir une tronçonneuse dans la voiture. Donc il faut savoir se débrouiller tout seul. Et ça, c'est effectivement un trait commun de tous les Porcrosiens. Humilité, solidarité, fraternité insulaire quand même, que j'entends sans tomber dans une image trop lisse de la vie insulaire. Puis je pense qu'on a aussi... ça, c'est William Semuller qui en parle très bien. Notre objectif commun, c'est quand même d'essayer de faire en sorte que la vie perdure à Porquerolles. Par rapport au parc national, qui a une vision qui est de protection de la biodiversité, de protection de la faune, de la flore, nous, on aime protéger aussi les humains pour qu'on puisse continuer en bonne harmonie avec justement la nature, à être présent sur l'île. Et donc pérenniser la vie sur l'île. L'hiver, il y a plus de sangliers que d'habitants. Donc il faut faire en sorte que des gens viennent, que la biodiversité humaine se renouvelle. Oui, parce que l'école a fermé à la fin des années 90 et c'est vrai que ça sonne le glas d'un début d'arrêt de vie de village, parce que quand il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de famille. Et oui, ça saute une génération. Tout à fait. Et ça le complexifie. Donc toi, tu rappelles quand même que c'est un territoire sur lequel l'homme et la nature peuvent très bien cohabiter et peuvent être heureux l'un avec l'autre, bien sûr. C'est quelque chose d'important pour toi. Et c'est bien sûr très important. Oui, parce qu'on ne va pas fermer l'île. Ça n'a pas d'intérêt. On a fermé Bagot, on a fermé la Gabinière et le Rascasse, très bien, ça suffit. Il faut qu'on continue à pouvoir se promener dans l'île, nager, venir au mouillage en bateau. Voilà, c'est très important de partager. C'est ce que appelait la nature en partage. C'est la loi de 2006 de Jean-Pierre Girand. Voilà, c'est très important qu'on puisse avoir un accès et un lien fondamental avec la nature et avec Porquerolles. Mais d'ailleurs, quand on dit il faut sauver la planète, non, c'est pas du tout. Il faut pas sauver la planète. La planète, elle s'en fout complètement. Il faut sauver l'humanité. Il faut sauver la vie. C'est ça qui est important. Les endroits où on peut se reconnecter effectivement à la nature, c'est très important. Et c'est très important de pouvoir venir à Porquerolles pour se remettre en harmonie. Est-ce que tu saurais définir ce que Marceline Henry et Pierre Buffet, aujourd'hui dans sa lignée, nomment l'esprit de l'île ? Chacun, à partir du moment où il trouve une harmonie, dont je viens de parler, mais une satisfaction de pouvoir contempler, s'émerveiller sur tout ce qu'il y a autour. C'est ça l'esprit de l'île pour moi. C'est de pouvoir effectivement se sentir bien. Après, moi j'ai des amis qui viennent ici qui se sentent pas bien parce que c'est des super urbains et qu'ils aiment la ville et qu'ils se sentent pas en sécurité à cause des araignées, à cause des rats, à cause de tout ce qu'on a autour de nous. Oui, puis ça nous met face à nous-mêmes aussi. Bien sûr, l'esprit de l'île, c'est accepter d'être un petit élément naturel au milieu d'une biodiversité qui est assez active. L'esprit de l'île, c'est la noce de la mer, de la lumière, des rochers. C'est ça l'esprit de l'île. On sait l'hyperfréquentation dont les îles sont victimes pendant l'été. Alors tu me dis, partager tout à l'heure, donc Porquerolles, c'est à peu près 300 000 visiteurs par an. Quand à Porquerolles, on en compte 1 million, je crois. Des jauges ont été mises en place depuis l'année dernière à Porquerolles pour limiter le nombre de visiteurs. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ? Est-ce que tu penses que c'est suffisant ? Toi qui connais Porquerolles et qui vois bien aussi la différence entre les deux îles. Porquerolles est envahi, malheureusement, par un tourisme de masse qui est très préoccupant parce que personne n'est content. Aussi bien les gens qui viennent là et qui se retrouvent entassés les uns sur les autres.
il y a des accidents de vélo, il y a une surfréquentation qui est extrêmement négative. Porquerolles, on n'en est pas là, mais effectivement, il faut pouvoir faire en sorte que les gens ne viennent pas tous au même moment. C'est comme dans un musée, tu vas pas tout le monde, quand c'est plein, c'est plein. Tu penses que c'est possible, ça? Parce qu'on en parle, Bien en sûr effet, que de c'est possible. répartir la fréquentation sur l'année. C'est possible, et c'est d'ailleurs une des missions qui est celle de l'association des Amis de Porquerolles, c'est de pouvoir inciter à découvrir Porquerolles au printemps et à l'automne. Au printemps, quand on fait des nettoyages de plage, grâce à tous les adhérents, on a presque 200 adhérents, et grâce au travail fabuleux de Marie Véron, qui est la présidente de l'association des Amis de Porquerolles, qui organise les rencontres littéraires aussi. Et qui organise aussi en septembre les rencontres littéraires au moment des Journées du patrimoine, avec Claire Pollan et avec Sylvie Desmarais, avec toutes ces personnes formidables qui contribuent à faire en sorte qu'on peut découvrir Porquerolles en dehors du 14 juillet au 15 août, à travers son histoire, à travers son histoire, à travers littéraire. les hommes qui sont venus et les femmes qui sont venues à Porquerolles. Avec l'association, on a édité un petit bouquin sur justement la libération de Porquerolles par les Canadiens et les Américains, et grâce à Benoît Seine. On a fait venir Sylvain Tesson, on a fait venir des tas d'écrivains formidables. Cette année, on reçoit Jean-Paul Kaufmann, donc mi-septembre, où on fait des choses aussi bien à Hyères qu'à Porquerolles, en collaboration avec le Parc national. Et puis maintenant, il y a la conférence Olivain aussi qui revient un petit peu au Fort de l'Éminence. La conférence Olivain, ça a été quelque chose de très important pour Porquerolles, et ça a été très important aussi au niveau politique, puisqu'elle avait été créée par le père Uven. Le père Uven était un jésuite qui avait comme ambition, un petit peu après la guerre, de réconcilier les hommes politiques français, les hommes et les femmes politiques français et allemands. Donc ils organisaient des séminaires à Porquerolles. Ils logeaient au fort de l'Éminence et ils travaillaient au fort de l'Estissac, puisque à l'époque le père Uven avait négocié avec la conférence Olivain la location de ces deux forts-là, et c'était des gens, des élèves de Sciences Po, ça a été des hommes et des femmes politiques connus. Puisque Fabius en faisait partie. On a accueilli Raymond Barre lorsqu'il était Premier ministre. Et donc, leur emploi du temps, leur journée, c'était de travailler le matin sur l'entretien, la rénovation du fort, l'entretien des chemins aussi, parce que le Parc national n'avait pas forcément tous les moyens de le faire à cette époque-là. Donc, il contribuait à la rénovation et à l'entretien de l'île et des forts. Et puis, l'après-midi, ils refaisaient le monde. Et nous, on les voyait débarquer à La Palud, puisqu'ils venaient à La Palud. Et donc, ça a permis de retisser le lien politique entre la France et l'Allemagne au lendemain de la guerre. Et ça a été très important jusque dans les années 85, 90 peut-être. Je pense qu'ils ont arrêté à ce moment-là. Et ma fille Manon, ma plus jeune fille Manon, qui a fait Sciences Po et qui fait partie de la conférence Olivain, a recréé le lien, et donc ils viennent de passer à une vingtaine d'étudiants de 25 à 30 ans, une semaine à Porquerolles. Ils ont reçu le préfet qui est venu, préfet du Var, qui est venu les voir. Donc la conférence Olivain a un vrai réseau d'influence. Il faut que l'île puisse rayonner comme ça. C'est le cas aussi avec le manoir qui accueillait, moi j'ai le souvenir de beaucoup d'artistes qui venaient au manoir. Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, c'était magnifique. En 50 ans, comment est-ce que tu as vu l'île évoluer et quel regard tu portes sur ces changements ? Ce qui est magique, c'est que l'île n'a pas beaucoup évolué. Malheureusement, là, on voit quand même une évolution liée à la pollution, liée notamment à la pollution de la mer, puisque à la fois, il y a beaucoup plus de déchets plastiques dans l'eau, ce qui est un drame au niveau planétaire, au niveau mondial. On a moins de mazout sous les pieds, mais on a plus, parce que les bateaux n'ont plus le droit de dégazer au large de Porquerolles, mais il y a plus de plastique. Il y a
l'acidification de la mer qui est en train de commencer à cramer certains arbres. Malheureusement, le changement climatique est enclenché, donc on a des périodes de sécheresse et les nappes phréatiques sont basses. Le puits, par exemple, est maintenant salé, donc ça, c'est des choses qui sont un peu négatives. Par contre, le fait qu'on n'ait pas construit, sauf le parc national, on n'est pas construit, l'île reste la même. Et quand on regarde des photos d'il y a 50 ans, fondamentalement, ça n'a pas changé. C'est ça qui est formidable. Les plages ont réduit parce que le niveau de la mer monte. Mais quand tu discutes sur la plage avec des gens qui viennent en bateau depuis des décennies... ils ne voient pas vraiment... Ouais, à Port-Cros, le temps s'arrête, finalement. Je suis administrateur du parc national et là, en ce moment, je mets une grosse pression pour qu'en cas d'incendie, les moyens soient développés pour essayer de protéger Port-Cros et que tous les protocoles soient efficaces pour qu'on puisse déclencher les pompiers, les services des pompiers, les canadaires, les hélicoptères, etc., et qu'on ne perde pas de temps parce que l'île peut brûler en 20 minutes par Mistral. Ouais, même crainte à Porquerolles. Voilà, donc pour ça, il faut vraiment que nous, Port-Crosiens, on puisse aussi contribuer à la protection de Port-Cros et qu'on soit très vigilant là-dessus, parce que c'est une menace qui est très réelle. En tant qu'administrateur, quels sont les sujets aujourd'hui à l'ordre du jour pour la préservation des îles que tu peux identifier ? Alors ma position par rapport au parc national, c'est pas de lutter contre le parc national. Certains Port-Crosiens luttent contre le parc national. Je pense que c'est un combat perdu d'avance. Moi, je lutte pour son amélioration. Et donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut essayer d'influencer les décisions, mais c'est une grosse machine avec beaucoup d'inertie et donc c'est pas facile. Ce qui est très important. Moi, je suis administrateur depuis 2006. Ma mère l'a été pendant longtemps avant moi, où elle se retrouvait avec Pierre Buffet et puis une des filles Fournier. Alors, je ne sais plus laquelle, mais... Lélia, peut-être, oui. Lélia Lebert, oui, je pense. Je me souviens très bien d'une conversation que j'avais avec mon père qui disait le parc national avait fait dans les années 80 une affiche avec marqué un parc en forme d'île. Et ça l'avait... fondamentalement scandalisé en disant mais qui était là avant, c'est l'île ou c'est le parc, c'est pas un parc en forme d'île, c'est pas possible, ça ne peut pas être, on peut pas dire ça comme ça. L'expérience fait que il est très important d'avoir des bonnes relations avec le chef de secteur parce que c'est là que ça se joue. Oui, le chef de secteur qui est sur le terrain, qui est le patron du parc national sur l'île. Voilà, donc il y a un chef de secteur à Porquerolles, il y en a un à Port-Cros. Et donc, on a la chance d'avoir un chef de secteur qui est un enfant de Port-Cros parce que son père a travaillé, son père s'appelle Philippe Robert et son père a été chef de secteur à Port-Cros et a été un des pionniers de Pélagos, fondateur de Pélagos. Et c'est lui qui avait aussi créé le sentier sous-marin. Donc, c'est à l'époque où... on avait des super relations avec les gens du parc national. Pélagos, pour les auditeurs ? Pélagos, c'est le sanctuaire Pélagos, c'est-à-dire c'est un grand triangle qui va du golfe de Gênes à l'est à la Corse. Ça englobe la Corse, je crois, et ça repart jusqu'à Marseille. Et le sanctuaire Pélagos est un sanctuaire sous-marin pour les cétacés. Donc ça veut dire que le trafic maritime doit respecter un certain nombre de normes et c'est un endroit de reproduction des baleines et des cétacés. D'ailleurs, quand on fait quelques milles marins au sud de Port-Cros, la profondeur descend assez rapidement à 2000 mètres et c'est là où on peut voir effectivement des rorquals,
différentes baleines assez proches, à 10 000 nautiques. Voilà. Donc Philippe Robert avait fait ça. Son fils Nicolas était enfant à Porquerolles, et Nicolas par la suite a fait sa vie, et il est revenu, il a été gardien de Scandola en Corse, et il est arrivé comme chef de secteur l'année dernière. C'est fantastique de pouvoir avoir des relations humaines et cordiales, et de partager un certain nombre de points communs entre une vision administrative et des règles qui sont imposées par le parc national, et puis un dialogue aussi bien avec les commerçants qu'avec les usagers de Porquerolles sur ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire la pêche à la traîne. On a décidé qu'on faisait un moratoire sur la pêche aux oursins en octobre, parce qu'il n'y en a plus beaucoup à cause de l'acidification de la mer. Donc voilà, les relations n'ont pas toujours été simples avec le parc national, mais en là, ce elles moment, sont plutôt apaisées. Mais en ce moment, ça va beaucoup mieux, parce que quand on peut se parler... c'est quand même important. C'est quand même important, c'est pas à toi que je vais dire ça. Voilà, cette année, on a planté des arbres fruitiers. J'ai un bon copain qui s'appelle José Beauvais, qui vient ici chaque année depuis une dizaine d'années. C'est pareil. Le José Beauvais. Le José Beauvais du Larzac. Et donc, il était en panne, parce que c'est un grand marin avec sa femme. Ce sont des grands marins. Ils étaient en panne de batterie dans la baie, et puis Yann m'appelle, me dit il faut que tu ailles dépanner José. Je dis attends Yann, je suis en train de repeindre un truc là, je peux pas tout de suite, mais dans 1 heure j'y vais. Un quart d'heure après, Yann me rappelle, putain t'es pas encore hier. Je dis Yann, calme-toi, je vais bon, et puis voilà, parce que Yann est quelqu'un d'assez impatient, et donc on fait la connaissance de José, on dépanne José, la batterie, tout ça, et puis finalement c'était le moment où Léa, ma fille aînée, préparer son SPO aussi, et donc elle parlait avec lui de l'engagement politique, parce que finalement quand elle a fait sa lettre de candidature à Sciences Po, on lui a dit elle a parlé d'écologie, et c'est vrai qu'à l'époque je travaillais au WWF aussi, donc on était un peu baignés là-dedans. Et la question de l'examinateur, c'était moi quelqu'un qui a pu faire quelque chose au niveau politique dans l'écologie. Et elle a dit regardez José Beauvais, il est passé du stade de rebelle créatif, parce qu'ils étaient très créatifs au niveau de la rébellion du Larzac, quand même. Envoyer des moutons contre des CRS, c'était un peu mieux que Sainte-Soline, en tout cas beaucoup moins violent. Et donc, par la suite, il est rentré dans le système politique, puisqu'il est devenu eurodéputé, et qu'avec Daniel Cohn-Bendit, ils ont réussi à influer sur la politique européenne, et au niveau de l'agriculture, et au niveau de pas mal de choses. Donc même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, et que c'est pas encore parfait, ça a été un début, et voilà. Et donc Léa est rentrée à Sciences Po aussi, grâce à José Beauvais. Grâce à José Beauvais. Quels sont pour toi les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir, s'il y en avait 3? Il y a celui de maintenir la vie humaine, la présence humaine, en dehors de la partie commerce, donc faire en sorte qu'on puisse continuer à protéger l'île, mais continuer à la faire partager au plus grand nombre, avec des randonneurs, des sportifs, des plongeurs. La présence humaine, tout simplement. La présence humaine, oui. Que la vie continue à Porquerolles, qu'on puisse rénover certaines maisons qui sont un peu en déshérence, qu'on puisse continuer à avoir des classes nature qui viennent à l'éminence avec la Fédération des œuvres laïques, que tout ça puisse fonctionner en harmonie, avec effectivement des menaces qui sont les menaces de la sécheresse, de l'incendie, et de la surpopulation. Mais on n'a pas à se plaindre trop par rapport à vous à Porquerolles à ce niveau-là. Quand il y a un Marseillais qui vient au mois d'août avec un Zodiac de 10 mètres de long et qui met Johnny Hallyday à fond de ballon dans la sono, au bout d'une demi-heure, ça se finit à coups de seau d'eau, et il repart. c'est plus gérable. Ça se finit comme ça. Moi, je l'ai vu, ça, c'est sûr. Quelle est, si tant est que tu en es une, quelle est ta définition du Porquerollien ? C'est quelqu'un de humble, responsable, et qui aime contempler Porquerolles, qui s'y sent bien, et qui va pouvoir partager Porquerolles
faire connaître Porquerolles, ce qu'on fait avec l'association des Amis de Porquerolles, et faire en sorte que on puisse continuer à profiter et à faire profiter de cette île au plus grand nombre. Je pense que c'est ça, auprès des artistes, auprès des écrivains, auprès des peintres, auprès de... Quelqu'un qui participe au rayonnement. Oui, bien sûr, il faut faire connaître Porquerolles parce que ça permet effectivement de la protéger et puis prendre conscience que finalement c'est un confetti naturel au milieu d'une côte qui a été très très abîmée, qui a été très transformée par l'homme, tout simplement. Ma dernière question, François, quand tu es loin de Porquerolles et que tu penses à cette île, quelle est la première image qui te vient à l'esprit ? Moi, l'image, c'est l'image de la traversée, parce que ça se mérite. Donc, je suis déjà à Porquerolles quand je suis dans le bateau de la TLV en partant du port d'Hyères ou en partant du lac Vendoux quand l'île apparaît progressivement. C'est une image qui vient souvent, comme sur toutes les îles. Oui, la traversée. C'est l'arrivée, et puis après c'est quand j'arrive à me poser, l'hiver, quand j'ai du feu dans le poêle à bois et qu'il fait beau, qu'on peut déjeuner dehors au mois de janvier, à l'abri du vent, c'est fantastique. J'aime toutes les saisons à Porquerolles, même l'été, parce que l'été on peut se baigner et puis on peut faire la fête, c'est très sympa. Donc l'image de Porquerolles, c'est ça. Puis c'est aussi l'image des souvenirs de mes parents, de tous les gens que j'aime à Porquerolles, parce qu'on est, même si on s'aime pas tous, on a quand même un grand plaisir à se retrouver. Tous ensemble, bien sûr. Mais c'est une jolie synthèse, parce que c'est la nature et l'homme. Oui, voilà, c'est ça. J'aime Porquerolles dans son intégralité de toutes les espèces qui l'habitent, les humains et les humaines autres. Et animales. Voilà. Merci infiniment, vraiment François, pour ton témoignage et ton précieux éclairage sur cette île. Eh bien, à très bientôt, et merci surtout à toi pour pérenniser la voix, parce que la voix des Iliens est quelque chose d'important, même si les écrits, on dit parfois que les écrits restent, les paroles s'envolent, mais grâce à toi, elles ne s'envolent plus, donc c'est très bien. Merci beaucoup François. Et merci à Marie-Joséphine et Henri-Philippe de nous avoir mis en contact. Merci à François pour son éclairage sur l'histoire de l'île et de sa famille. Pour ceux que l'histoire de Porquerolles intéresse, je vous invite à écouter ou réécouter le témoignage de Pierre Buffet, propriétaire du manoir et héritier de Marcel et Marceline Henry. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify et également sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.